Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sentir que vous étiez né à la mauvaise époque, piégé dans un siècle qui court beaucoup trop vite, alors que votre âme réclame désespérément la lenteur et la profondeur d'un autre temps? En cette année 2026, où tout semble être devenu éphémère, numérique et désincarné, peut-on encore croire à une connexion qui défie les lois de la biologie, les barrières générationnelles et les regards inquisiteurs de la société? C'est l'histoire d'un pacte que personne ne devrait connaître. Un secret murmuré entre les murs d'une villa délabrée de Menton, là où les citronniers embaument l'air d'une mélancolie sucrée et où le temps semble s'être arrêté pour observer deux âmes se percuter. Imaginez une femme. Elle s'appelle Marguerite. À 65 ans, elle possède cette élégance discrète et souveraine des femmes qui ont tout vu, tout ressenti, mais qui ont choisi de ne plus rien dire au monde extérieur. Ancienne restauratrice d'horloges anciennes, elle a passé sa vie à écouter le battement de cœur mécanique des siècles passés. Mais aujourd'hui, ses mains, autrefois si précises, tremblent légèrement. C'est une trahison silencieuse du temps qu'elle a pourtant passé sa carrière à essayer de maîtriser, de réparer, de suspendre. Elle vit seule dans la villa des Glycines, une demeure imposante qui surplombe la Méditerranée, entourée de mécanismes silencieux, de balanciers immobiles et de souvenirs qui prennent la poussière sous le soleil brûlant de la Côte d'Azur. Pour elle, la vie est devenue une succession de jours gris, une attente polie de la fin, jusqu'à ce que Léo entre dans son jardin. Léo a 21 ans. Il a cette fougue un peu sauvage, les cheveux décoiffés par le vent marin et un regard brûlant qui semble chercher une vérité que l'écran de son téléphone ne pourra jamais lui donner. Il est peintre de rue, un artiste de l'éphémère qui utilise les murs de la ville comme une toile pour crier sa liberté. Il fuit une réalité trop polissée, trop rangée, trop prévisible. Leur rencontre n'est pas un accident, c'est une collision brutale de besoins. Marguerite a besoin de yeux neufs et de mains fermes pour terminer son dernier chef-d'œuvre. Une horloge astronomique d'une complexité inouïe que sa vue déclinante l'empêche désormais d'ajuster. Léo, lui, a besoin d'un ancrage, d'une raison de ne pas disparaître dans le tumulte d'un monde qui ne le comprend pas. C'est là, sous l'ombre protectrice d'un grand pin parasol, que le pacte est scellé. Marguerite le regarde droit dans les yeux et lui dit d'une voix qui ne tremble pas : « Ne le dis à personne, Léo. Prête-moi ta jeunesse, ta force et ta précision, et en échange, je t'apprendrai à voir ce que le monde ignore. Je t'apprendrai à lire le temps non pas sur un écran, mais dans l'âme des choses. Avant d'aller plus loin dans ce récit, posez-vous la question. Seriez-vous prêt, vous aussi, à lier votre destin à quelqu'un que tout oppose, juste pour ne pas sombrer dans l'oubli? Si cette histoire résonne en vous, si vous croyez que les rencontres les plus improbables sont souvent les plus nécessaires, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir comment ces deux êtres vont transformer leur solitude en une œuvre d'art. L'été à Menton est une caresse brûlante qui ne laisse aucun répit. Dans l'atelier de Marguerite, l'air est saturé d'une odeur de vieux bois, d'huile de lin et de café serré. C'est un sanctuaire où le bruit du monde moderne n'a pas sa place. Sous la direction de la vieille dame, Léo apprend la patience, cette vertu disparue en 2026. Il découvre le contact du laiton froid sous ses doigts, la résistance délicate des rouages en bronze, et surtout, il découvre Marguerite. Elle ne lui parle pas comme à un enfant ou à un subalterne, mais comme à un égal, une âme sœur de passage. Elle lui raconte le Paris des années 70, les baisers volés sous la pluie de Bordeaux et la saveur des vins qu'on laisse vieillir en cave comme des trésors cachés. Elle lui parle d'une époque où l'on prenait le temps de s'écrire des lettres, de s'attendre, de se désirer sans l'immédiateté des réseaux sociaux. Sous le regard de Marguerite, Léo ne se sent plus comme un jeune homme perdu ou un marginal. Il se sent comme l'artisan de sa propre vie. La différence d'âge, ces 44 ans qui les séparent, s'efface peu à peu devant la complicité des sens. C'est le toucher du lin de leurs vêtements qui se frôle dans l'étroitesse de l'atelier, c'est le craquement rassurant du parquet en chêne, c'est le goût acide et vif des citrons qu'ils partagent sur la terrasse à l'heure bleue, quand le soleil plonge dans la mer pour laisser place aux premières étoiles. Mais Menton est une petite ville, et les langues y sont souvent plus acérées que les outils d'un horloger. On commence à murmurer dans les ruelles étroites. On voit ce jeune homme aux vêtements tachés de peinture entrer chaque matin dans la villa des Glycines et n'en ressortir que très tard dans la nuit. Les voisins,
enfermés dans leurs certitudes et leurs préjugés, parlent de manipulation, d'argent, de décadence. Ils ne voient pas la beauté de la transmission. Ils ne voient pas l'étincelle de vie qui se rallume dans les yeux de Marguerite. Ils ne voient que le scandale, l'anomalie d'une femme mûre et d'un garçon à peine sorti de l'adolescence, partageant autant de temps. Marguerite et Léo s'en moquent, ou du moins, ils font semblant de ne pas entendre les sifflements. Ils sont dans leur bulle, protégés par le tic-tac régulier des horloges qui recommencent à battre la mesure. Mais au fond d'eux, une question lancinante demeure. Peut-on vraiment s'aimer, de quelque manière que ce soit, sans que le monde ne cherche à tout briser par jalousie ou par incompréhension? Avez-vous déjà ressenti ce poids écrasant du jugement social sur une relation qui pourtant vous rendait meilleur chaque jour? Dites-le moi dans les commentaires, car votre expérience est le miroir de cette histoire. C'est alors que l'été atteint son apogée, que l'histoire prend un tournant que personne, absolument personne, n'avait prévu. Un après-midi, alors que Marguerite s'est assoupie sur un fauteuil club en cuir usé, Léo fouille dans les archives de la villa pour trouver un schéma technique nécessaire à la réparation de l'horloge astronomique. En déplaçant un lourd coffret d'horloger en acajou, il remarque un double fond. Ses doigts agiles de peintre et d'artisan improvisé débusquent un mécanisme caché. Le fond se soulève, révélant une série de lettres jaunies liées par un ruban de soie bleue. Ce n'est pas un simple pacte professionnel ou une amitié fortuite qui les unit. En parcourant les premières lignes d'une écriture élégante et passionnée, Léo sent son sang se glacer. Il découvre que son propre grand-père, cet homme dont il n'a que des photos floues et des récits fragmentaires, était le grand amour de Marguerite. Le pacte n'était pas une coïncidence du destin. Marguerite ne l'avait pas choisi par hasard dans la rue. Elle l'avait cherché. Elle l'avait attiré ici, dans cette villa, en connaissant son nom, son histoire et son lignage avant même qu'il ne se présente à sa porte. La trahison pique plus fort que le sel de mer sur une plaie ouverte. Léo se sent soudain utilisé, instrumentalisé, comme s'il n'était qu'un simple remplaçant pour un fantôme du passé, une pièce de rechange dans la mécanique nostalgique d'une femme qui refuse de vieillir seule. Est-ce que l'amour, ou même l'amitié la plus pure, peut survivre à une vérité construite sur un mensonge par omission? Léo regarde Marguerite dormir, cette femme qu'il commençait à admirer plus que tout. Et il se demande si tout ce qu'ils ont partagé n'était qu'une mise en scène orchestrée par une vieille dame mélancolique. Le conflit explose dans le silence de l'atelier, quelques minutes après son réveil. Les mots sont durs, les gestes sont brusques. Léo veut partir, il veut fuir cette villa qui lui semble maintenant être une prison dorée faite de secrets et de manipulations. Mais Marguerite, les larmes aux yeux et la voix brisée, l'arrête sur le seuil. Elle lui avoue alors la seconde partie de la vérité, celle qu'elle gardait pour elle comme un fardeau trop lourd à porter. Elle ne perd pas seulement la vue. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative qui, petit à petit, efface ses souvenirs les plus récents, ne laissant subsister que les images lointaines d'un passé révolu. Elle lui explique, entre deux sanglots étouffés, qu'elle l'a fait venir, non pas pour remplacer son grand-père, mais pour s'assurer que l'histoire de sa famille, l'histoire de son art et de cette passion commune ne meurt pas avec elle dans l'oubli total. Elle a choisi Léo parce qu'il porte dans son regard, dans sa façon de tenir un pinceau et dans sa révolte contre le monde, la même étincelle de liberté absolue que l'homme qu'elle a aimé autrefois. Elle ne voulait pas un remplaçant, elle voulait un héritier. Elle voulait lui léguer la villa, les horloges et une fortune qu'il n'aurait jamais pu imaginer, à une seule et unique condition, qu'il reste à ses côtés pour terminer l'œuvre qu'ils ont commencée ensemble, avant que sa mémoire ne devienne une page blanche. Le pacte change alors radicalement de nature. Ce n'est plus une simple transaction financière ou un échange de services. C'est devenu un héritage spirituel, un passage de flambeau entre deux générations que tout séparait, mais que la douleur et l'art ont réuni. Ils décident de passer les derniers mois de l'été dans une urgence fébrile, travaillant jour et nuit sur l'horloge astronomique. Dehors, les rumeurs de la ville s'intensifient. La famille éloignée de Marguerite, des cousins et des neveux qu'elle n'a pas vus depuis des décennies, commence à rôder autour de la propriété comme des vautours, flairant une proie facile, criant au scandale et à l'abus de faiblesse pour tenter de récupérer le patrimoine. Mais à l'intérieur de la villa des Glycines, le temps semble s'être véritablement arrêté. Léo ne voit plus une femme de 65 ans,
affaibli par l'âge. Il voit une âme vibrante qui s'illumine d'une dernière lueur magnifique avant de s'éteindre. Et Marguerite ne voit plus un gamin de 21 ans en quête de repères. Elle voit l'avenir. Elle voit la continuité de son existence à travers les mains d'un autre. Ils sont devenus les gardiens d'un secret qui dépasse de loin leur propre vie. Cependant, alors que l'horloge approche de sa complétion, une deuxième révélation se prépare dans l'ombre. Une révélation qui pourrait tout changer, non seulement pour eux, mais pour toute la ville de Menton. Car l'horloge astronomique n'est pas qu'un instrument de mesure du temps. C'est aussi un coffre-fort pour une vérité que certains auraient préféré voir rester enterrée à jamais sous les citronniers. La dernière nuit d'août tomba sur Menton, comme un rideau de velours lourd et humide. L'orage grondait au loin, par-delà la frontière italienne, envoyant des éclairs sourds qui illuminaient par intermittence la façade décrépite de la villa des Glycines. À l'intérieur de l'atelier, l'atmosphère était électrique, chargée d'une tension qui ne devait rien à la météo. Marguerite était assise dans son grand fauteuil. Son visage, autrefois si ferme, n'était plus qu'un paysage de rides douces et de fatigue extrême. Ses yeux, voilés par la maladie, étaient fixés sur la silhouette de Léo, qui s'affairait autour du géant de bronze et de nacre, l'horloge astronomique. Le moment était venu. Le pacte touchait à sa fin, mais dehors, le monde réel frappait déjà à la porte. Les neveux de Marguerite, accompagnés d'un notaire à l'air pincé, s'étaient postés devant la grille de la propriété. Ils brandissaient des certificats médicaux parlant de démence, d'abus de faiblesse et de captation d'héritage. Ils ne voyaient en Léo qu'un prédateur, un gamin des rues profitant de la sénilité d'une vieille femme riche. Ils ne comprenaient pas que la véritable richesse de cette maison ne se trouvait pas dans l'argenterie ou les titres de propriété, mais dans le mécanisme complexe qui s'apprêtait à livrer son dernier secret. Léo, les mains noires de graisse et d'huile de lin, sentait le poids de ses regards haineux à travers les fenêtres. Il aurait pu s'enfuir. Il aurait pu prendre les quelques objets de valeur qu'il avait repérés et disparaître dans la nuit méditerranéenne. Mais il ne pouvait pas abandonner Marguerite. Pas maintenant. Pas alors que le battement de cœur de la villa était sur le point de s'éveiller. Il inséra la dernière clavette dans l'échappement à encre. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le tonnerre. Soudain, un déclic métallique résonna, suivi d'un frémissement. Les rouages, endormis depuis des décennies, commencèrent à gémir, puis à chanter. Le balancier se mit en mouvement avec une régularité hypnotique. Marguerite se redressa, une lueur de clarté revenant dans ses pupilles. « Écoute, Léo, » murmura-t-elle. « C'est le son de la vérité qui s'affranchit du mensonge. » Alors que l'horloge sonnait les 12 coups de minuit, un mécanisme caché dans le socle de marbre s'activa. Un compartiment secret glissa sans un bruit, révélant non pas de l'or, mais une liasse de documents officiels et des lettres cachetées au sceau de l'ancienne mairie de Menton. Léo s'approcha, le cœur battant à tout rompre. En parcourant les documents, il comprit l'ampleur du cadeau que Marguerite lui faisait. Ces papiers prouvaient que la famille qui tentait de l'expulser, cette dynastie locale si respectée, s'était construite sur une spoliation massive commise après la guerre, volant les terres et les biens du grand-père de Léo et de Marguerite elle-même. Marguerite avait passé sa vie à restaurer le temps, mais elle avait aussi passé sa vie à préparer cette revanche silencieuse. Elle offrait à Léo le pouvoir de détruire ceux qui l'avaient non méprisé, le pouvoir de récupérer ce qui lui appartenait de droit ou de choisir une autre voie. « La vengeance est un rouage qui finit toujours par s'enrayer, Léo, » dit-elle d'une voix faible. « Je te donne le choix, sois le maître de ton propre temps, ne laisse personne d'autre remonter la clé de ton destin. » Que feriez-vous à sa place ? Utiliseriez-vous ces preuves pour briser ceux qui vous ont traité comme un moins que rien ? Ou préféreriez-vous la paix d'un nouveau départ ? C'est dans ces moments-là que l'on découvre qui l'on est vraiment. Dites-le-moi dans les commentaires. Votre vision de la justice m'intéresse. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Confrontés aux preuves découvertes dans l'horloge, les neveux et les avocats disparurent dans l'ombre aussi vite qu'ils étaient apparus, craignant le scandale public plus que tout. La villa des Glycines retrouva son calme, mais la santé de Marguerite déclinait irrémédiablement. La maladie effaçait chaque jour un peu plus de son présent, la replongeant dans les souvenirs de sa jeunesse. Parfois, elle appelait Léo par le prénom de son grand-père. Il ne la corrigeait plus. Il acceptait ce rôle avec une tendresse infinie.
lui lisant des poèmes sur la terrasse, lui tenant la main alors que le soleil déclinait sur l'horizon. Un matin d'octobre, alors que l'air devenait plus frais et que les premiers citrons commençaient à jaunir, Marguerite s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Elle partit face à la mer, bercée par le tic-tac imperturbable de l'horloge astronomique qu'ils avaient réparée ensemble. Elle n'était plus seule. Elle était partie entourée de l'affection d'un jeune homme qui, quelques mois plus tôt, n'était qu'un étranger égaré. Léo aurait pu vendre la villa et mener une vie de luxe facile. Mais il se souvint des leçons de Marguerite. Il se souvint que la jeunesse n'est pas un privilège de l'âge, mais une responsabilité de l'esprit. En 2026, dans un monde saturé de virtuel, il décida de faire de la Villa des Glycines quelque chose d'unique. Un conservatoire du temps présent. Un lieu où les anciens artisans, les horlogers, les ébénistes et les peintres viendraient transmettre leurs secrets aux jeunes en quête de sens. Le scandale qui avait tant fait jaser Menton se transforma en une légende locale. On ne parlait plus d'une vieille femme manipulée, mais d'une muse qui avait sauvé un artiste. Léo continua de peindre, mais ses fresques sur les murs de la ville n'étaient plus des cris de colère. Elles étaient devenues des hommages à la transmission, des portraits de mains ridées guidant des mains jeunes, des représentations de rouages s'emboîtant parfaitement malgré les décennies qui les séparaient. L'histoire de Marguerite et Léo nous rappelle que nous sommes tous les maillons d'une chaîne invisible. Dans une époque qui valorise l'instantané et le jetable, ils nous ont montré que la patience, le respect de l'expérience et l'ouverture à l'autre sont les seules véritables richesses. Léo n'était plus le peintre de rue fugace. Il était devenu le gardien d'une mémoire, l'architecte d'un pont entre le passé et le futur. Alors que nous refermons cette page sur la Villa des Glycines, regardez autour de vous. Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage, une personne d'une autre génération, qui attend simplement que vous lui prêtiez vos yeux ou vos mains pour accomplir un dernier miracle? Ne laissez pas les préjugés ou la peur du jugement vous priver d'une rencontre qui pourrait donner une direction totalement nouvelle à votre existence. L'horloge de Marguerite continue de sonner chaque heure à Menton. Pour certains, ce n'est qu'un bruit métallique. Pour Léo, c'est la voix d'une femme qui lui a appris que l'amour et l'amitié ne sont pas des questions de date de naissance, mais de battements de cœur synchronisés. Un pacte qui a commencé dans le secret et qui s'est terminé dans la lumière. Car au bout du compte, n'est-ce pas là le but ultime de notre passage ici? Laisser une trace de lumière dans l'ombre de quelqu'un d'autre, pour que le temps ne gagne jamais vraiment? Si ce récit vous a touché, si vous pensez que la transmission est le plus beau des héritages, partagez cette vidéo. Laissez-nous un like pour honorer la mémoire de Marguerite et le courage de Léo. Et n'oubliez pas, le temps passe, mais les âmes qui se reconnaissent restent éternelles. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères du cœur humain.